Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui à notre quatrième séminaire qui s'inscrit dans la thématique le régionalisme africain entre renouveau et désenchantement. Le LASPAD est un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal qui impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. Le LASPAD accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage des savoirs. Et les séminaires que nous organisons chaque mois répondent à ce double objectif en mettant en avant le travail des chercheurs, des doctorants et en ouvrant les séminaires à un vaste public. Je suis Patience Mouguet, doctorante en sciences politiques à l'Université Gaston Berger et je prépare une thèse sur les dynamiques sécuritaires en Afrique, intitulée L'Union africaine et les communautés économiques régionales face à la problématique sécuritaire en Afrique, dans une perspective comparée CEDEAO-CEAC de 2002 à nos jours. L'objectif étant d'examiner spécifiquement comment l'Union africaine coordonne ses efforts avec les communautés économiques régionales, notamment la CEDEAO et la CEAC, pour répondre aux défis sécuritaires. Cette approche comparative offre donc une perspective cruciale pour évaluer l'efficacité des mécanismes de l'Union africaine en matière d'intégration des politiques de sécurité à l'échelle continentale. Le séminaire d'aujourd'hui qui est intitulé Régionalisme africain et sécurité collective, coopération et défis entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales nous permettra d'élargir cette réflexion en dressant un bilan global de la politique d'intégration continentale de l'Union africaine en matière de sécurité, contextualisant ainsi notre recherche dans une vision plus holistique des réalisations et défis de l'Union africaine ainsi que sa coopération avec les CER. Pour éclairer ces questions cruciales, nous avons le privilège d'accueillir un expert de premier plan en la matière, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la CEDEAO au Bénin, Monsieur Diong. Notre invité d'aujourd'hui est ambassadeur et représentant résident de la CEDEAO au Bénin depuis mai 2022. Il est diplomate chevronné et fin connaisseur des dynamiques de paix et de sécurité sur le continent africain. Avant sa nomination actuelle, il a été coordonnateur du mécanisme de soutien de l'Union africaine à la transition au Tchad entre 2021 et 2022. De 2017 à 2021, il a occupé la fonction stratégique de secrétaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui est l'organe décisionnel central en matière de paix et de sécurité sur le continent. Entre 2011 et 2017, il a été coordinateur Afrique de l'Ouest et Sahel au sein du département paix et sécurité de l'Union africaine, où il a notamment assuré la liaison avec la CEDEAO et contribué au processus de Nouakchott. Auparavant, donc de 2006 à 2011, il a participé à l'opérationnalisation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, contribuant ainsi à définir ses méthodes de travail et ses relations avec les États membres et partenaires. Monsieur Diong va nous faire une présentation d'environ 30 ou 45 minutes qui sera suivie d'un échange avec les participants de 30 ou 45 minutes également. Je vais donc, sans plus tarder, laisser la parole à Son Excellence, Monsieur Diong. Vous avez la parole. Patience, merci beaucoup pour cette invitation. Merci aussi à tous vos camarades et collègues qui sont en ligne. Et merci aussi au laboratoire d'analyse des sociétés Pouvoir Afrique Diaspora. Et je peux vous le dire, je suis heureux de contribuer à la dynamique de ce laboratoire. Et j'apprécie particulièrement la démarche qui est à la fois une démarche académique, mais aussi une démarche qui permet de rassembler les savoirs des praticiens comme nous autres. Euh, je sais que Monsieur Khan Ibrahima est quelqu'un que je connais depuis bientôt 30 ans.
dans ce domaine. Et quand il m'a proposé de vous faire de vous présenter mon expérience un peu par rapport au sujet, je n'ai pas pu, je ne peux pas manquer de lui dire oui. Alors, c'est un sujet intéressant pour une raison d'abord très simple, c'est que nous sommes face à une démarche très innovante introduite par le régionalisme africain. Le régionalisme africain qui est donc, je pense, une matière spécifique d'étude, justement pour ces différentes raisons, euh, que sont notamment la place des CR et des mécanismes régionaux dans nos efforts de paix et de sécurité. Alors, pour moi, en fait, l'intérêt du sujet remonte à l'adoption même de l'acte constitutif de l'Union africaine, donc en 2000. Parce qu'il y a eu à ce niveau-là, bon, j'aime pas trop le terme qui est un changement de paradigme. Pourquoi? Parce qu'on est passé simplement du, du sacro-saint principe de non-ingérence, de non-ingérence de l'OUA, centré sur la sécurité de l'État et en fait des gouvernements et des régimes, à celui de non-indifférence avec, bien sûr, pour principale préoccupation, la sécurité humaine. Et ceci a été consacré à l'article 4 H et J de l'acte constitutif et repris comme tel dans le protocole relatif à la création du CPS de 2002. En fait, ceci ouvre une nouvelle perspective dans l'approche de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits en Afrique, en particulier les conflits internes. Nous avons donc tiré les leçons du traumatisme né du génocide au Rwanda et des atrocités vécues en Sierra Leone et au Libéria. Faut-il le rappeler, le mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits de 1993, issu de la déclaration du Caire, avait montré ses limites, sans oublier bien sûr tout ce qui concerne le système de sécurité collective des Nations Unies, qui nous a fait défaut pendant cette période, en particulier au Rwanda. Alors, l'entrée en vigueur accélérée du protocole du Conseil de paix et de sécurité va soulever de grands espoirs. Ça, il faut le dire, pour la sécurité collective en Afrique. Nous connaissons les limites de l'OUA. Nous connaissons aussi tout ce que nous avons enduré avec notamment les changements anticonstitutionnels du gouvernement pendant toute cette période ouverte de 63 à 2000. Alors, ce qui a fait en fait la particularité de ce protocole, c'est bien sûr le terme que vous connaissez tous sous son acronyme AFSA, Architecture africaine de paix et de sécurité. Nous y reviendrons tout à l'heure, dont les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux sont les piliers, tels que consacrés à l'article 16 du protocole. L'APSA, bien sûr, et je pense que c'est chaque fois que je parlerai de l'APSA, il faut y intégrer l'AGA, c'est-à-dire l'architecture africaine de gouvernance, parce que nous savons tous que les problèmes d'instabilité sur le continent viennent souvent et majoritairement des questions de gouvernance. Alors, l'AGA est là donc dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, de l'état de droit, du constitutionnalisme, de la justice et des droits humains. Alors, notre conversation d'aujourd'hui portera donc sur l'état de mise en œuvre de cette architecture, notamment dans sa dimension relative à la coopération entre l'Union africaine et les CR, mécanismes régionaux, dans le domaine de la paix et de la sécurité. Certes, des progrès ont été accomplis, il faut le dire, mais des défis restent à relever dans la division du travail
et l'application du principe de subsidiarité entre l'UA et ses régions. Cela est une réalité que nous ne saurions occulter. Alors, l'approche que j'aurai ici, et vous me permettrez, je ne suis pas sûr que je tiendrai dans vos 30 minutes, l'approche que je vous propose, comme vous pouvez le deviner, c'est celle d'un praticien. Il s'agit de vous amener de nous amener dans cette conversation à comprendre un peu les fondements, les mécanismes ainsi que les principales limites et perspectives du régionalisme sécuritaire africain dans le cadre de la gouvernance de la paix et de la sécurité. Il sera nécessaire donc pour nous, même si c'est une démarche de praticien, de nous entendre sur les concepts qui font le thème de notre conversation, en particulier le régionalisme africain, la sécurité collective, les CR, les mécanismes régionaux, tels que nous en parlons dans le cadre des efforts d'intégration en Afrique. Dans les propos introductifs à nos échanges, aux échanges qui vont suivre, je me proposerai de vous entretenir des fondements et du cadre général du régionalisme africain, et notamment dans ses articulations avec le projet de sécurité collective tel qu'il ressort de l'APSA, en mettant bien sûr l'accent sur l'UA et les CR. Nous pourrons ensuite nous appesantir à travers des exemples et des illustrations les plus, je dirais, les plus représentatifs possibles sur les défis que nous essaierons d'illustrer. Avant de vous proposer, bien sûr, quelques recommandations en conclusion de notre propos. Alors, je disais que donc, essayons de voir un peu les fondements de cette sécurité collective africaine, vous, sur l'angle du régionalisme. La première chose, je pense, et votre laboratoire le dit bien, c'est un fondement moral. Le fondement moral, pour moi, c'est euh, que l'Afrique est le seul continent dont les habitants naissent et grandissent avec ce sentiment d'appartenance à un continent. C'est un fait. Le panafricanisme est presque une spontanéité dans notre éducation. Bien sûr, le traumatisme né de tous les chocs que nous avons subis sur notre continent et récemment le génocide au Rwanda a fait émerger un principe fondamental dans la construction d'un système de sécurité collective en Afrique. C'est le devoir de non-indifférence que les Nations Unies ont traduit par la responsabilité de protéger. Premier fondement. Le second, c'est que c'est la libération du continent du joug colonial. Les premiers États indépendants africains ont mis ensemble leurs efforts pour assurer l'indépendance des autres. Euh, la mission de l'OUA, née en 63, a été surtout donc de libérer le continent. La fin de l'apartheid en Afrique du Sud a couronné cet épisode, dont la fin a coïncidé avec les grands bouleversements que vous connaissez suite à la chute du mur de Berlin et de la nouvelle ère de démocratisation ouverte par la conférence nationale au Bénin. Et le troisième élément, de mon point de vue, qui est aussi un élément moral, parce que fondé sur la solidarité, l'entraide et la coopération, c'est la poursuite de l'objectif d'intégration régionale. Donc voilà, de mon point de vue, au plan moral, ce qui sous-tend notre système de sécurité collective. Au plan juridique et institutionnel, il faut que nous nous entendions sur certaines définitions. Par CR, je voudrais entendre région ou sous-région. Nous référons à la définition figurant dans le traité instituant la communauté économique africaine de 1991, que vous connaissez bien sûr sous l'appellation de traité d'Abuja. Alors, par mécanisme régional, je me réfère à la définition figurant dans le protocole du CPS, c'est-à-dire tout mécanisme regroupant plusieurs États
avec pour objectif la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Cette définition nous permet de comprendre même parfois ce qui se passe dans un contexte transrégional. Alors, historiquement, et notamment au terme du mécanisme de 93, les CR, mécanismes régionaux, n'avaient pas de rôle ni d'obligation définie dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Je pense qu'en lisant la déclaration, vous l'avez certainement vu. Alors, l'OIA coordonne ses activités avec elle, je cite, avec celles des organisations régionales et sous-régionales et coopère au besoin avec les pays voisins. C'est ce que dit le texte de 93. C'est pour vous dire à quel point, donc, c'était un chantier nouveau à partir de l'acte constitutif de, de, de 2000. Alors, le protocole du CPS et l'avènement de l'APSA constituent en fait un moment important dans cette relation. L'architecture africaine de paix et de sécurité, donc issue de l'APSA, issue du protocole de 2002, est l'instrument peut-être aujourd'hui le plus analysé hein, dans le monde académique. Et il est nécessaire ici de dire une chose, c'est que tous les traumatismes dont j'ai parlé tout à l'heure ont fait que le protocole du CPS qui a été signé en 2002 a été le document qui a bénéficié le plus de ratifications, 53 à ce jour, et ensuite qui a aussi bénéficié d'une certaine accélération du processus de ratification. Si bien que en 2004, il était déjà en vigueur et les premières réunions du CPS se sont tenues en mars 2004 et j'ai eu l'honneur et la chance en tant qu'Africain de faire partie de la délégation sénégalaise à cette première réunion. Euh, alors, il nous faut nous appesantir un peu sur ce que signifie l'APSA. Quand on observe bien autour de ce concept, l'architecture africaine de paix et de sécurité, ici, on reprend l'acronyme en anglais, African Peace and Security Architecture. Alors, c'est un ensemble constitué à la fois de principes, dont j'ai parlé tout à l'heure, de normes juridiques, d'institutions dont l'articulation offre un cadre cohérent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits et crises en Afrique. Et ceci dans une perspective que vous connaissez aussi de recherche de solutions africaines aux problèmes africains, ce qu'on peut aussi interroger dans les prochaines, très prochaines. Alors, les principes qui ont fondé justement ce protocole sont les mêmes que ce dont nous avons parlé tout à l'heure, le panafricanisme, la non-indifférence, la solidarité et la recherche de solutions africaines. Je n'ai pas besoin de revenir sur le document, vous le connaissez certainement. En son article 2, donc, il est créé en tant que protocole, en tant que institution, le CPS en tant qu'institution est chargé de la promotion de la paix et de la sécurité sur le continent. L'article 3 définit les objectifs. L'article 4, vous avez les principes et parmi lesquels, bien sûr, les paragraphes H et J qui sont en fait le cœur des transformations que nous attendions donc de l'Union africaine à l'époque. La composition, les fonctions, et le septième élément, c'est bien sûr, le septième article, c'est les pouvoirs. Alors, l'architecture en elle-même se présente, comme j'ai dit, comme un ensemble de structures, d'institutions, d'objectifs, de principes et de valeurs, ainsi que de processus décisionnels. Et c'est important de le souligner sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité sur le continent. Alors, il repose sur un certain nombre d'instruments et de principes, j'ai dit. Donc, le Conseil de paix et de sécurité est l'organe décisionnel, donc, en son nom, et l'article 2 le précise bien. Et bien sûr, le CPS assure
la responsabilité principale donc du maintien de la paix et de la sécurité sur le continent. Un autre aspect, c'est bien sûr le groupe des sages dans le cadre des médiations et de la diplomatie préventive, le système continental d'alerte en lien avec les observatoires régionaux dont la CEDEAO a été peut-être le précurseur, et bien sûr la force africaine en attente composée des brigades régionales, nous en reparlerons tout à l'heure, les relations avec les communautés économiques régionales et les mécanismes. Donc, l'objet de l'article 16, qui est donc le cœur de notre entretien aujourd'hui, les articles 17, avec relation avec les Nations Unies et autres organisations internationales, parce que l'architecture africaine aussi est bien articulée par l'architecture internationale, en particulier avec au sommet le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc, dont la coopération avec l'Afrique repose sur le chapitre 8 donc, de la Charte des Nations Unies. Alors, nous avons bien sûr les relations avec d'autres institutions africaines, y compris les questions de droits de l'homme, etc., la société civile, le Fonds de la paix. Nous en reparlerons tout à l'heure quand nous verrons les contraintes financières dans ces relations-là. Alors, venons-en au cœur du sujet, c'est les relations entre l'Union africaine et les CR dans le cadre de l'APS. L'article 16, comme j'ai dit, est très clair dans ses définitions. Il dit carrément que l'Union, bien sûr, à travers le Conseil de paix et de sécurité, assume la responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Et le Conseil, à cet égard, avec bien sûr, en relation avec le président de la Commission, harmonise, coordonne, travaille en étroite coopération avec les organisations régionales, les CR, etc. Et bien sûr, je vous épargne un peu, vous pouvez même en même temps vous connecter et voir ce document et l'article 16. Donc, avec un contenu très clair sur la division du travail et la question des tâches. Alors, le dernier alinéa de, ce, de cet article, donc il est demandé à la Commission et aux mécanismes régionaux de conclure un mémorandum d'entente pour leur coopération, ce qui a été fait en 2008, lors d'une réunion d'Alger à laquelle aussi j'ai eu la chance d'assister. Alors, et en particulier, le, le protocole d'accord de 2008 s'est appesanti sur un certain nombre d'aspects. C'est la mise en œuvre opérationnelle et le fonctionnement de l'APSA, la prévention, la gestion l'action des conflits, l'action humanitaire, bien sûr, la reconstruction post-conflit, qui est un élément important de l'APSA. Et tout le reste, y compris, bien sûr, la mise en place de la force africaine en attente. Et ici aussi, il nous faut nous entendre sur quelque chose. Quand je parle, par exemple, de ce mémorandum d'entente, il a été signé, en fait, entre 6 CR que vous connaissez et 2 mécanismes régionaux. À l'époque, parce que vous connaissez les contraintes qu'il y a au niveau de l'Union du Maghreb arabe, euh, et nous n'avions pas pu avoir, dans le cadre de la force africaine en attente, donc une entente entre les différentes parties. C'est là qu'on a créé ce qu'on a appelé le NAC, North African Capability. Et bien sûr, pour l'Afrique de l'Est aussi, tout ça dénote des problèmes que nous souleverons tout à l'heure. List BRICCOM, parce que simplement en Afrique de l'Est, vous avez ce que le CR, donc tel que défini, la CR plutôt tel que défini dans le traité d'Abuja, et son opérationnalisation, parce que vous avez en Afrique de l'Est, vous avez l'IGAD, vous avez l'AEC,
vous avez les commerçants, vous avez tout un ensemble de pays. Donc, euh, et pour cette raison, il a fallu trouver une jonction pour arriver à avoir une brigade régionale pour l'Afrique de l'Est. Alors, c'était important d'ouvrir cette parenthèse pour comprendre un peu les particularités qu'il y a entre les mécanismes. J'y reviendrai surtout quand nous parlerons de certains éléments dont j'ai pris note dans votre introduction, y compris le processus de Nouakchott. Euh, alors, le cadre général, c'est donc un cadre général de sécurité collective, on l'a dit, fondé sur le principe de subsidiarité. Alors, nous devons nous arrêter à un moment sur ça. Et bien sûr aussi tous les autres instruments, la force africaine, l'alerte et les partenariats. Alors, sur l'alerte précoce, vous savez comment ça se passe. Si nous prenons au niveau de l'Union africaine, nous avons ce qu'on appelle le système continental d'alerte précoce, mais qui a ses divisions au niveau régional. Et nous avons l'ECOWARN à la CEDEAO, donc qui est bien structuré et qui a été d'ailleurs précurseur. Parce que simplement, vous vous souviendrez que la CEDEAO avait déjà des observatoires, 5 observatoires régionaux ou 5 observatoires régionaux, excusez-moi, donc qui permettaient de récolter un certain nombre d'informations et de renseignements dans le cadre de la prévention. Et c'est ce modèle qui a permis d'équiper les autres. Alors, en termes de médiation et de diplomatie, c'est un aspect important aussi parce que quand quelque chose se passe dans une région, nécessairement, dans le cadre de la prévention et de la résolution des conflits, il faut de la médiation. Et cette médiation ne saurait se faire sans une coopération entre l'Union africaine et les États concernés. Les États concernés collectivement, mais aussi individuellement. Et nous verrons que ce n'est pas seulement dans le cadre des CR que le problème se pose entre l'Union africaine et ses démembrements, mais à l'intérieur même des CR. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et ceci, je le rappelle, ça commence déjà au niveau même du choix du médiateur. C'est des problèmes que nous rencontrons. Et bon, l'autre aspect, c'est bien sûr le déploiement des opérations de soutien à la paix et en particulier, bien sûr, la force africaine en attaque. C'est quoi le rôle d'une CR? Dans notre approche en tant que praticien, c'est de tenir compte de la proximité géographique et culturelle, des capacités de réaction rapide, des affinités, je dirais, idéologiques, ethniques, etc., pour déployer un mécanisme rapide de prévention ou de résolution. Je donne un exemple, et c'est l'exemple qui a plus ou moins inspiré tout le monde. Et ici, je saisis l'occasion pour soulever un problème qui est un problème psychologique. C'est l'antériorité de la CEDEAO sur l'Union africaine et toute cette architecture. C'est ce que j'appelle le complexe d'antériorité de la CEDEAO. Alors, pourquoi je tiens à parler de ça? Vous savez, lorsque la CEDEAO déployait l'ECOMOG au Libéria et en Sierra Leone, et bien sûr, c'est de ce déploiement qu'est né le principe dont je vous ai parlé tout à l'heure, le principe de non-indifférence. Et ça n'a pas été facile. Nous avons tous vu comment le Nigeria a mobilisé ses propres moyens, suivi après de quelques autres pays comme le Sénégal et le Ghana, avant l'arrivée des Nations Unies et des autres, y compris le Royaume-Uni, qui finalement s'est résolu à prendre une part active dans ce conflit. Alors, cette ligne de défense, qui est première ligne de défense, donc obéit à cette proximité-là dont j'ai parlé. Et nul autre que la CEDEAO avait la capacité de le faire. La même chose aussi si je prends le cas de la SADC en RDC en 98, au Lesotho en 98 et en 2007,
et au Mozambique en 2021. Le cas du Mozambique est aussi un cas d'école. Pourquoi un cas d'école? Parce que dans le cas du Mozambique, la, la force qui a été mise en place enfin, que la SADC était en train de mettre en place a pris du temps. Et sur ces entrefaits, les Européens et les Mozambicains se sont approchés du Rwanda, qui a été le premier à déployer. Et vous imaginez un peu les frictions qu'il peut y avoir autour de cette question d'un pays qui est situé dans une autre région qui intervient dans la SADC. Et ça, je pense, c'est important de le souligner avec ce que ça comporte comme problème. Alors, les défis, je l'ai dit, le défi de la subsidiarité. Je prends un exemple sur la subsidiarité. Vous savez, en 2010-2011, nous avons eu la crise ivoirienne. Et bien sûr, nous avons respecté jusqu'à un certain niveau le principe de subsidiarité. En 2005, la CEDEAO a décidé de mettre en place, de prolonger le mandat du président Gbagbo et de mettre en place un cadre de négociation pour un accord qui permettrait de déboucher sur des élections. Donc, la CEDEAO a pris cette décision, l'a recommandée au CPS de l'UA, le CPS l'a entériné et l'a passé donc au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le texte a été adopté sans changement, aucune virgule. Et c'est ce qui nous a permis d'aller à l'accord de Ouagadougou et d'arriver aux élections de 2010. Je résume. On arrive aux élections de 2010 et voilà, on est dans une situation compliquée. Et malheureusement, la CEDEAO avait dit carrément que Ouattara avait gagné. Bon, d'autres, pour la CEDEAO, c'était ça. Mais au niveau de l'Union africaine, il y a eu, nous étions divisés, complètement divisés, et sur des lignes assez dures. Bon, je vous épargne un peu les détails pour avoir été dans cette affaire. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que c'est la première grande épreuve de la subsidiarité. Et c'est là qu'on a dû véritablement mettre en place un mécanisme. Et c'est ça aussi l'inspiration de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'on a mis en place un comité de chefs d'État, 5 chefs d'État, qui sont allés faire une enquête en Côte d'Ivoire et qui sont revenus avec des faits. Et ces faits ont permis de dire que, en fait, l'élection a été gagnée par le président Ouattara. Et je ne trahis pas un secret si je vous dis que la prestation de serment du président Ouattara était fondée sur une décision de l'Union africaine, sur une décision du CPS. Donc, et ça, c'était malgré les accros, et ça a été difficile, hein, dans une certaine mesure, dans les relations entre l'Union africaine et la CEDEAO. C'est le premier clash qu'on a eu dans le cadre de l'architecture. Bon, autre exemple dans ce cas-là de primauté du continent sur les airs, c'est aussi dans le cas, par exemple, du Gabon. La situation au Gabon. Le problème qu'on a eu, c'est que les pays de l'Afrique centrale, en majorité, n'ont pas ratifié la charte africaine de la gouvernance et de la démocratie. Et ces pays n'ont pas aussi ce genre d'instrument local. Alors que la CEDEAO, la CEDEAO a son, a son, a son protocole donc, additionnel sur la bonne gouvernance, la démocratie, etc. Donc, bon, mais on a dû suspendre le Gabon au niveau de l'Union africaine, mais à la CAC, ce n'était pas le cas. Donc, vous voyez un peu ces questions assez difficiles donc de décalage dans le système notamment au plan juridique. Alors, et il y a un deuxième aspect, un deuxième défi sur lequel je voudrais m'appesantir.
C'est-à-dire que si vous prenez la CEDEAO, j'ai parlé tout à l'heure de complexe d'antériorité. Si vous prenez la CEDEAO, les textes de la CEDEAO sont antérieurs à ceux de l'UE. Et en général, l'essentiel, si vous regardez le mécanisme, par exemple, de la CEDEAO de 1999, ainsi que le protocole sur la bonne gouvernance, et tout ça, je suis fier de le répéter, c'est sous la présidence du Mali pendant cette période. Euh, et ce qu'on voit, c'est que donc, les documents de l'UA qui ont été adoptés entre 2000 et 2002 se sont bien inspirés du cadre de la CEDEAO. Et je crois bien sûr, nous avons été confrontés à des situations de conflit assez difficiles, ce qui a fait que nous avons pu produire un certain nombre de cadres de résolution, de prévention et de résolution des conflits. C'est normal. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que nous allons à l'UA et à la limite, entre guillemets, euh, on se sent un peu avec comme on dirait, nous avons un peu un sentiment de grand frère. Je me souviendrai un peu des conversations qu'on a eues à Georges et à Cape Town sur justement cette inspiration. Alors, je cite cette antériorité pour une raison, parce que toutes les CR n'ont pas les mêmes capacités, je dirais, de capacité opérationnelle. Ce que la CEDEAO peut faire et avec des mécanismes assez rodés, d'autres ne l'ont pas. La preuve, nous avons eu beaucoup de mal, par exemple, avec la Centrafrique. Euh, C'était pas automatique. Nous avons eu, bien sûr, des déploiements régionaux, etc., avec la CAC, avec la CEMAC et tout ça. Bon, mais ça n'a pas été aussi facile qu'on pouvait le faire avec la CEDEAO. Bon, bien sûr, tout n'a pas été que réussite. Nous avons connu nos difficultés au Mali, et j'y reviendrai tout à l'heure. L'autre aspect, l'autre difficulté, c'est aussi ce que je peux appeler euh, le climat politique à l'intérieur des régions. Vous savez, si vous prenez l'Union du Maghreb arabe, jusqu'à présent, nous ne parvenons pas à travailler avec l'humain dans un cadre harmonisé. Il faut toujours, sur chaque point, sur chaque question concernant l'humain, il faut négocier avec chacun des pays. C'est un, c'est un, c'est une région assez difficile, il faut le dire. La preuve, même pour désigner des membres au CPS, c'est toujours difficile d'avoir un consensus. Bon, à cause des conflits que vous connaissez, tous les problèmes entre l'Algérie et le Maroc, bien sûr, et c'est justement cette question qui, en fait, constitue la ligne de partage entre les pays. Maintenant, il y a des aspects, je dirais, au plan financier, par exemple. Euh, quand nous prenons, quand nous prenons le Fonds de la paix de l'UA, qui est inspiré d'ailleurs du Fonds de la paix de la CEDEAO, il a fallu du temps pour, pour, le, pour, le, pour le faire revivre. Et pour le faire revivre, aujourd'hui, il est assez, je dirais, bon, quoi. Si on compare à 2005, où c'était à 5 millions 6 millions d'euros, aujourd'hui, on est à 400, 500 millions de dollars. Donc, c'est largement, c'est tout à fait différent. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore une idée de de comment répartir justement euh, les interventions suivant les CR. Bon, il y a bien sûr les répartitions en fonction des thématiques, parce que l'idée, c'est que le Fonds de la paix ne va pas servir à déployer des missions, mais surtout à la médiation d'abord. À la médiation, c'est le cadre le plus important parce que c'est le cadre politique qui coûte le moins cher. Alors, quel
quel autre défi dont nous pourrions parler dans ce cadre-là? Pour moi, il y a un défaut de volonté politique. C'est un déficit qu'on constate. Parce que, euh, je donne un simple exemple. Pourquoi devrions-nous traiter nos États de manière différente? Quand nous prenons la situation en Afrique de l'Ouest et surtout ce qui s'est passé au Niger, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Comment les choses se passent. Nous sommes au CPS sur une décision de la CEDEAO. Vous vous souvenez quand la CEDEAO était en train de programmer une intervention au Niger. Bon, ce n'est pas l'intervention en tant que telle qui me préoccupe. Mais ce qui me préoccupe, c'est que pendant que la CEDEAO, parce que les mots ont leur sens, dans les documents de la CEDEAO, nous parlons d'autorité de fait, de facto authorities. Bon, on se retrouve dans une décision du CPS où l'on parle de gouvernement de transition. Vous voyez la distance entre les deux. Ça a été, bon, personnellement, pour quelqu'un qui a travaillé à l'époque à l'Union africaine, ça m'a choqué. Et j'ai posé des questions. C'est pour vous dire un peu les dissensions que nous pouvons avoir à ce niveau-là. Alors, certains pays aussi, vous le savez, ne sont pas toujours euh, heureux de recevoir les gens de leur propre région chez eux. Parce il faut toujours avoir l'aval du pays. Vous ne pouvez pas déployer un représentant ou un envoyé spécial quelque part si les gens ne sont pas d'accord. Et parfois, ce qui nous arrive, c'est que vous choisissez un envoyé, le pays le récuse. S'il n'est pas récusé par le pays, c'est la région qui le récuse. J'ai vu énormément de cas comme ça et qu'on a vécu. Donc, dans le cadre du seul choix d'un représentant. Euh, il y a, comme je dis tout à l'heure, cette relation qui est un peu difficile entre les pays et leur propre organisation. Aujourd'hui, nous avons le cas de la Guinée qui pose problème au sein de la CEDEAO. Euh, Parce que, bon, les autres sont partis sur la base de ce que nous savons. Mais pour la Guinée, c'est quand même un cas assez particulier. La Guinée est là avec, bien sûr, tout ce que cela comporte, parce que le pays est suspendu au niveau de l'UA, suspendu au niveau de la CEDEAO, mais qui semble vouloir dire que la CEDEAO devrait lui ouvrir les portes ce que j'appellerais, d'une certaine flexibilité. Et je crois, et ça ouvre aussi, de mon point de vue, la, pour moi, le temps de vous parler d'une chose. C'est l'absence d'harmonie dans le traitement des États et des CR. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, on a eu beaucoup de ressentiments par rapport au traitement qui a été fait au Tchad. J'étais là-bas. Euh, le, bon, la situation du Tchad était assez particulière, vous savez, les conditions dans lesquelles le président est mort et tout ça. Et bon, le CPS ne l'a pas suspendu, alors que le pays avait effectivement, bon, il y avait des mécanismes qui étaient prévus par la Constitution pour, pour suppléer en cas de vacances. Ça n'a pas été appliqué, on nous a donné des raisons. Et bien sûr, la CEDEAO n'a pas voulu trop insister, mais les pays, certains pays de la CEDEAO, le Mali, le Niger, non, à l'époque, le Mali et le Burkina, qui étaient dans la même situation, ont commencé à protester, à dire que voilà comment vous nous traitez et voilà comment vous traitez d'autres. Et des, ces deux pays ont saisi la CEDEAO pour dire que, en fait, ils ont été injustement traités. Donc, c'est pour vous donner une idée de ce genre de choses. Alors, il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir, c'est
les leçons que nous pouvons tirer, ce sont les leçons que nous pouvons tirer du cas du Mali et de la Libye. Je vous ai dit que je ne pourrais pas tenir dans le temps, c'est pas facile. Mais j'ai encore quelques minutes, je vous le garantis. Alors, vous savez, en 2012, lorsque la situation s'est dégradée au Mali, suite au coup d'État et tout ça, nous avions donc une crise, une double crise, à la fois une crise de rébellion et une autre crise qui était une crise institutionnelle avec le coup d'État. Et donc, l'idée était pour la CEDEAO et l'Union africaine d'avoir ce qu'on peut appeler un one track, hein, pour résoudre la crise. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à un document qu'on a appelé le concept stratégique de juillet 2012, là, qu'on a adopté en Côte d'Ivoire pour faire face à la crise. Mais le problème que nous avons eu avec cette situation, c'est qu'il y a une forte incompréhension entre, d'une part, l'Union africaine et la CEDEAO, et d'autre part, nous, les deux, avec les Nations unies. Parce qu'il n'y avait pas de paix à maintenir au Mali. Il fallait soit aider le Mali à reconquérir son territoire, c'était au début, entre 2012 et 2013, et à partir de 2013, c'était carrément une lutte contre le terrorisme, donc il fallait nécessairement revoir le dispositif, et notamment le dispositif lié à la force africaine en attente, euh, dont, la, euh, dont la révision est importante pour faire face aux défis émergents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La CEDEAO a perdu plus ou moins le contrôle de la situation. Et ça, il faut le dire, sur la base aussi des ingérences extérieures. Je vous donne un exemple. La création du G5 Sahel, avec l'appui des puissances européennes, de l'Union européenne et de certaines puissances européennes prises individuellement, a plus ou moins détaché le Mali, le Burkina et le Niger de la CEDEAO en termes de recherche de solutions aux problèmes. Ça, je pense qu'il faut qu'on le souligne. Et il faut se le dire, euh, je pense que ça doit faire l'objet d'une recherche. Comment les trois pays, à un moment donné, se sont sentis hors de la CEDEAO dans ce cadre-là? Parce que le G5 Sahel, euh, bien sûr avec la Mauritanie, le Tchad, etc., a été un cadre plus ou moins hors de, du champ de la CEDEAO et du champ de l'Union africaine. Et bien sûr, nous avons pensé que ce n'était pas le cadre idéal pour lutter contre le terrorisme dans la région, parce que c'était transrégional. Et nous avons dit qu'il faut créer un cadre où tout le monde pourrait se retrouver et qui permette de renforcer la coopération sécuritaire et en même temps aussi de voir comment activer, opérationnaliser la force africaine en attente en l'adaptant à la lutte contre le terrorisme. C'était les deux aspects sur lesquels l'Union africaine a travaillé et ça a donné bien sûr ce que vous connaissez sous le nom de processus de Nouakchott. Mais malheureusement, les contingences politiques ont fait que il y avait des suspicions parce que, vous savez, bon, il y avait les pays comme l'Algérie, etc., qui étaient dans le processus Nouakchott, et de l'autre côté, les Européens avaient toujours une espèce de suspicion par rapport à une certaine domination du processus par l'Algérie. Et la CEDEAO était là, à la limite, impuissante. Et je crois que c'est personnellement, ce que j'ai vécu pendant ces années-là m'a beaucoup choqué parce que j'ai vu une organisation régionale concernée par une crise plus ou moins marginalisée. Et vous verrez que quand il y a eu la crise au Burkina en 2014, la réaction de la CEDEAO a été une excellente réaction, mais c'est plutôt le soutien de l'Union africaine qui nous a permis d'arriver
rétablir la démocratie. Et bien sûr, après, malheureusement, vous connaissez la suite avec l'arrivée du terrorisme dans le pays. Alors, ça, c'est un aspect sur lequel je voudrais insister. Et nous avons eu aussi dans le même cadre de cette subsidiarité une brèche avec, avec la RDC. Vous avez certainement vu la concurrence entre deux CR, entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la CEAC, le processus de Nairobi et le processus de Luanda qui se faisaient concurrence. Et bien sûr, un processus de Luanda soutenu notamment d'un côté par certains membres de la SADC, même la SADC à laquelle appartient la RDC était divisée par rapport à ça. Et bien sûr, quand nous avons nos divisions, les autres en profitent, compte tenu, bien sûr, des enjeux par rapport à la RDC. Tout le monde connaît les enjeux de la RDC. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le 18 décembre, et c'est une date que j'oublierai jamais, le 18 décembre, pendant qu'on les attendait à Luanda, les deux chefs d'État du Rwanda et de la RDC ont été, ont été aperçus en train de converser avec l'émir du Qatar, alors qu'on les attendait à, à Luanda. Voilà où nous avons atterri. C'était pas une belle chose, mais je crois qu'on a dû nous tous ravaler et comprendre qu'il y a quelque chose qui nous échappe dans notre propre système. Je vous épargne la situation en Libye. Nous pourrons en discuter aussi au cours des débats. Sur la Libye, il y a eu les mêmes problèmes que nous avons connus. Euh, le cas de la Somalie est très particulier et jusqu'à présent, nous ne parvenons pas à avoir une démarche autonome en Somalie. Et je rappelle que l'AMISOM dont vous avez entendu parler n'était pas AMISOM au début, c'était IGASOM, parce que c'est l'IGAD qui avait prévu d'intervenir. Mais les divisions au sein de l'IGAD ont fait qu'il fallait un nouveau parapluie, et ça a été le parapluie de l'Union africaine. Alors, je, je voudrais peut-être pas trop monopoliser la parole pour permettre des débats. Euh, En venir maintenant à certaines conclusions que je considérerais comme mes recommandations. Nous avons eu euh, une, une consultation dernièrement à Nairobi, justement pour revoir cette architecture-là. Et mon sentiment est que, personnellement, les idéaux qui ont présidé à la mise en place de l'APSA, le panafricanisme, la solidarité, la sécurité collective, restent pour moi d'actualité. Et d'ailleurs, on doit les renforcer. Et d'autant plus que le contexte international incertain dans lequel nous vivons, euh, d'ailleurs, qui sape les fondements du multilatéralisme tel que nous l'avons connu depuis la fin de la Deuxième Guerre, tous ces mécanismes-là sont en train de s'éroder sous la pression, sous des pressions géopolitiques, économiques et autres. Et c'est cela sous nos yeux. Je dis souvent, je dis souvent aux gens que nous sommes en train de vivre une époque qui ressemble beaucoup à l'effondrement du, du royaume ou de l'Empire romain. Je pense que nous ne mesurons pas l'importance de l'expérience que nous sommes en train de vivre. Alors, pour moi, l'APSA est donc pertinente dans ce contexte, et notamment dans ses dimensions UEA-CR. Parce que, un, c'est très original comme architecture, c'est un instrument pertinent de par le contenu même théorique, je dirais. Il nous faut juste de la volonté politique.
et un leadership renouvelé pour relever les défis. Les textes, je le dis encore, en Afrique, le problème, ce ne sont pas les textes. Et je vais vous le redire encore, nous sommes le seul continent où nous avons une architecture de gouvernance, où nous avons une doctrine contre les coups d'État. Et pourtant, nous avons des coups d'État. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a un problème de volonté politique et un problème de leadership. Alors, et c'est cela qui empêche l'expression du potentiel de tous nos efforts de paix et de sécurité. Il est clair à ce niveau donc qu'un processus décisionnel efficace, efficient et rapide fait défaut dans la relation entre les mécanismes régionaux et la CEDEAO et l'Union africaine. Alors, il est donc nécessaire dans ces efforts de médiation, ainsi que dans les mandats pour les missions, pour répondre efficacement aux crises et aux conflits, de nous retrouver sur un cadre décisionnel efficace et clair. Parce qu'au fond, si le texte dit qu'il y a un principe de subsidiarité, il le dit clairement. Comment nous le mettons en œuvre, c'est ça le grand problème. Les difficultés de prise de décision entre l'UA et les CER, notamment la question des adhésions multiples aussi. Vous avez vu, le cas de la RDC est un gros problème, doivent être abordés. Ici, je me permets de revenir un peu parce que il y a dans le pipeline depuis maintenant 15 ans un document qui s'appelle la rationalisation des CR. Parce que l'idée, ce n'est pas finalisé, mais l'idée, c'est vraiment de rationaliser les CR sur le continent. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du cas le plus atypique dans ce cadre-là, c'est l'existence des deux processus donc, concernant la RDC. Bien, il y a le cadre de la force africaine en attente, bien sûr, qui n'a pas fonctionné comme nous le voulons. Et ici, j'en profite pour dire que nécessairement, il va falloir revoir ce cadre parce que les besoins de la CEDEAO ne sont pas les besoins de l'Afrique centrale ni les besoins de la SADC. Aujourd'hui, si la CEDEAO a décidé de déployer sa force africaine, sa force en attente, c'est pour lutter contre le terrorisme. Et lutter contre le terrorisme suppose l'existence de forces assez particulières. Ce sont des forces spéciales dont il faut disposer. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous pourrons peut-être dans un autre temps nous entretenir. Et bien sûr, vous vous en doutez bien, la nouvelle configuration en Afrique de l'Ouest suite au départ de nos frères et sœurs du Sahel est une source de nouvelles complexités dans ces arrangements. Je pense que c'est un fait et nous y réfléchissons. Il faut toujours trouver un moyen au niveau africain de faire en sorte que les décisions puissent se faire en tenant compte de cette nouvelle réalité. Enfin, s'agissant du financement, de mon point de vue, il est impératif d'identifier et de mettre en œuvre des modalités innovantes de mobilisation des ressources. Par-delà, bien sûr, les efforts réels qui ont permis de redynamiser le Fonds de la paix de l'UA et aussi ce que la CEDEAO a montré comme exemple à travers le prélèvement communautaire. Je pense que nous avons un potentiel qui est là et qu'il s'agit juste d'exploiter. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire. En guise, j'ai été long, ouais, mais je tenais à vous dire un certain nombre de vérités et de petites choses que je crois être mon vécu en tant que praticien dans cette relation entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales et bien sûr les mécanismes régionaux qui en sont le bras armé. Merci beaucoup de m'avoir prêté votre attention. Merci beaucoup à vous, Excellence, pour cet exposé très riche et de nous avoir donné l'opportunité d'avoir votre regard de praticien sur ces questions très cruciales. Euh, alors, avant de passer à la question du chat, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport aux limites concernant la mise en place de la politique d'intégration et en ce qui concerne l'architecture de paix et de sécurité. Alors, la question qui me vient à l'esprit, ce serait de savoir, est-ce qu'on pourrait déduire que
Au regard de tout ce que vous avez exposé en termes de limites, en termes de défis, est-ce qu'on pourrait déduire que le régionalisme africain euh, a échoué en quelque sorte? Je ne le dirais pas comme ça. Je ne le dirais pas comme ça. Je pense que euh, ce qu'il y a, c'est que nous avons des instruments, de mon point de vue, qui sont des instruments qui ont un potentiel extraordinaire. Et je le redis encore une fois, euh, nous avons des textes à la limite même révolutionnaires dont nos propres États semblent avoir peur. La charte de l'Union africaine sur la démocratie, la bonne gouvernance et les élections est très exigeante. Le protocole de la CEDEAO sur la gouvernance, la démocratie et les élections est très, très exigeant. Donc, quel est notre problème? Nous sommes arrivés à mettre en place des textes sur la base de notre vécu. Nous avons, au niveau de la CEDEAO comme de l'Union africaine, mis en place de ces textes-là sur la base de ce que nous avons vécu et nous sommes dit qu'il ne faut jamais plus qu'on ait telle situation. Quel est le problème maintenant? Le problème, de mon point de vue, il est lié à la création des conditions politiques de l'application de nos textes. Avons-nous avons-nous les moyens politiques? Et je pèse mes mots, vous êtes en sciences politiques et en droit en général, et vous savez Mhm. ce que ça signifie. Exact. Est-ce que est-ce que l'Union africaine, comme CCR, ont les moyens politiques de leur action? Parce que les moyens politiques, c'est quoi? Et vous savez ce que signifie la puissance. La puissance, c'est la capacité d'un individu comme d'un État à en imposer à un autre ou à ne pas à faire ou à ne pas faire. Hein? Est-ce que en tant que CDAO, nous avons la possibilité d'imposer une action? Est-ce que au niveau de l'UA, nous avons ça? C'est-à-dire la création de ces conditions-là est un problème. La preuve, c'est pourquoi l'architecture africaine est complétée par l'architecture universelle. Je donne un exemple. Quand vous avez un système de sanctions sur un pays, qu'est-ce qui se passe? Bon, nous n'avons pas les moyens. Par exemple, quand les gens ont des comptes bancaires dans ce pays-là, etc. Donc, si vous voulez mettre en place un système de sanctions financières, il faut, par exemple, être en relation avec la FOCA, la FAC, Foreign Asset Control, par exemple, des États-Unis, qui est une division au sein du ministère des Finances des États-Unis. Comment ça s'appelle? La Réserve fédérale, je ne sais pas trop. Le Trésor, au Trésor américain. Donc, si vous n'avez pas ce soutien du Conseil de sécurité, ni de l'Union européenne, ni des États-Unis, vous ne pourrez pas faire de sanctions. Et ça, ce sont des choses, de mon point de vue, qui relèvent de ce que j'appelle les moyens politiques de coercition pour obliger les uns et les autres à se conformer. Et bien sûr aussi l'exemplarité des leaders. Disons-nous les choses. Nous sommes à une étape difficile où, je ne sais pas si vous suivez ce qui s'est passé au Népal, en train de se passer à Madagascar, etc. Bon, c'est parce que nous sommes dans des situations où, du fait que les gens n'ont plus confiance au système de gouvernance, bon, il y a cette situation qui se crée. Et donc, le leadership, de mon point de vue, est un élément fondamental dans ce que nous faisons. Et encore une fois, il faudrait le préciser, le problème que nous avons, ce n'est pas un problème avec les principes démocratiques. Les principes démocratiques sont là. Le problème que nous avons, c'est avec, avec le leadership. Le type de leadership que nous avons, est-ce que ça correspond à notre volonté de mettre en œuvre les textes que nous nous sommes donnés? Voilà la question. Mais je ne pense pas qu'il faut dire que nous avons échoué. Nous avons encore du temps.
D'accord. pour nous ressaisir. D'accord. Mais lorsque vous parlez de création de conditions politiques, vous avez, on peut faire allusion à la question du financement. Parce que vous avez parlé des mécanismes ou des outils pour faire appliquer les textes ou la crédibilité des chefs d'État, qui n'est pas toujours d'actualité. Euh, à votre avis, comment est-ce qu'on pourrait résoudre cette question du financement? Puisque la CDA, l'Union africaine, pardon, à ce jour dépend financièrement des partenaires extérieurs, ce qui fait que son action, ses politiques ne sont pas toujours appliquées dans l'intérêt de l'opinion et des populations africaines. Comment est-ce qu'on pourrait régler ou résoudre cette question du financement pour redonner son autonomie et son indépendance à l'Union africaine? Bon, c'est une question difficile parce qu'au fond, effectivement, pendant des années et jusqu'à présent dans une moindre mesure, la question du financement a été au cœur de nos faiblesses et reste encore au cœur de nos faiblesses. Euh, et donc, comme on dit chez nous, qui paye commande. Bon, même si nous savons que euh, il y a des mécanismes au plan international qui permettent un peu de trouver des solutions sans pour autant trop se compromettre. La preuve, nous avons un aspect important dans notre approche de la résolution des conflits, c'est notre relation avec les Nations Unies. Et depuis, je crois, l'année 2000-2002, l'Union africaine rappelle au Conseil de sécurité et aux Nations Unies une chose très simple, très très simple. En agissant sur le continent africain, l'Union africaine agit au nom de la communauté internationale et au nom du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, est, qui a la responsabilité principale de la maintenance de la paix et de la sécurité internationale. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si nous déployons une mission dans un pays africain, parce qu'il y a une menace à la paix et à la sécurité, nous le faisons au nom de l'ensemble de la communauté internationale. Donc, nous devons accéder au financement international. Pendant des années, nous n'avons pas eu justement une certaine visibilité par rapport à ça. Pendant des années, nous avons couru après une décision, une résolution pour pouvoir accéder à un financement flexible, prévisible et suffisant sur la base des contributions mises à recouvrement au niveau du budget donc des Nations Unies. Pendant longtemps, les grands pays ont refusé cet accès. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'il y a un traitement au cas par cas et que toutes les missions qui ont été déployées, je pense ici par exemple à l'AMISOM. L'AMISOM est une mission africaine, mais elle a été déployée sur la base de contributions volontaires de l'Union européenne et bien sûr appuyée logistiquement par l'UNISOM, donc qui est une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, sur cette base, chaque fois que nous avons été menacés par l'Union européenne de retrait de leur financement, nous avons mis la pression sur les Nations Unies pour leur dire que vous devez prendre la relève. Et finalement, à quoi on a abouti après toutes ces années de discussion? On a abouti à cette résolution 27-19-2023 sur le financement. Mais intéressez-vous à lire un peu cette résolution, qui est importante parce que c'est un combat de longue haleine qui s'est terminé en 2023. Mais malheureusement, les conditionnalités dans le document sont telles que la mobilisation du financement à travers les budgets maintien de la paix des Nations Unies ne sera pas facile pour nous. Les défis sont beaucoup trop importants. Mais je suis d'accord que nous devons résoudre ce problème et je lis ça aussi à la volonté politique.
Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Depuis 2018, nous avons pu mobiliser au Fonds de la paix l'équivalent presque de 400 millions de dollars. Et pourtant, avec bien sûr avec la société civile, avec le secteur privé même africain, tout le monde contribue. Ça veut dire que si nous le voulons, nous pouvons contribuer. Maintenant, le problème, c'est que je ne pense pas que l'Afrique soit en mesure de gérer des missions de maintien de la paix. Je pense que l'Afrique est en mesure de gérer des aspects politiques du règlement des conflits, en particulier la médiation, la diplomatie, etc. Parce que, un, la prévention coûte moins cher, et deuxièmement, euh, c'est des moyens qui ne mobilisent pas beaucoup de financement. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi le Fonds de la paix revitalisé actuellement essaie de se focaliser sur la diplomatie préventive et sur la médiation, donc pour nous épargner un peu les dégradations des situations de sécurité qui arrivent à des déploiements militaires. D'accord. Merci. Avant de continuer, je vais donner la parole à Monsieur Diallo qui a levé la main. Monsieur Diallo, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui. Allô? Allô, donc, Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. ça va? Merci. Merci, 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 Monsieur Amoud Diong, pour votre brillante contribution. Et merci aussi, Madame la modératrice. Je suis Momo Lamine Diallo, doctorant à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Et j'ai vu que vraiment vous êtes en train de faire un thème qui est vraiment donc intéressant, quoi, surtout au niveau de la sous-région pour contribuer à la paix donc, et la stabilité, aussi donc la sécurité vraiment parce que sans la paix, sans la sécurité, donc il ne peut pas y avoir donc le développement. Et l'Afrique, c'est un continent qui a donc, beaucoup de potentiel de richesse. Et le problème de la sécurité et donc ça peut contribuer donc au- au- aux barrières pour que l'Afrique puisse vraiment donc se développer quoi. Surtout donc surtout donc en Afrique de l'Ouest. Et pour la résolution des conflits, est-ce que au niveau de l'OIA, donc la CEDEAO, est-ce qu'il y a donc des réformes pour le respect de la Constitution et le nombre de mandats présidentiels, quoi? Parce que tout ça, donc, ça contribue donc donc, au problème donc, d'instabilité des pays de la sous-région. Donc, est-ce qu'il y a des réformes au niveau de la CEDEAO et l'OIA pour le respect de la Constitution et le nombre de mandats présidentiels? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diallo. Merci. Merci. Bon, c'est une question qui n'est pas, je dirais, est-ce que c'est une question de mandat simplement? Parce que, excusez-moi, au fond, la question est de savoir quelles sont les conditions les meilleures qui s'adaptent à notre continent. Bon, il est vrai que aujourd'hui, tous nos problèmes en tant que continent ou même en tant que sous-région sont liés à des problèmes de gouvernance. Euh, nous sommes en Afrique de l'Ouest confrontés à une certaine recrudescence des coups d'État. Et bien sûr, le nombre de mandats a été un de parmi les causes. Je pense ici à tout ce qui s'est passé en Guinée, etc. Alors, la CEDEAO
a mis sur la table cette question-là. Il y a, dans les réformes en perspective, cet aspect est en train d'être mis sur la table. Ça n'a pas été facile. Bon, jusqu'à présent, il y a, il y a des réticences. Les pays n'ont pas encore, certains pays n'ont pas encore, disons, marqué leur accord par rapport à ça. C'est un Mhm. fait. OK. Et bien sûr, il va falloir encore continuer à pousser pour cela. Mais de mon point de vue, est-ce qu'on a besoin de faire figurer ça dans un texte pour que cela soit, dans un texte de la CEDEAO pour que cela soit euh, respecté? Parce que c'est dans les constitutions des pays pris individuellement. Donc, dans tous nos pays, en général, il y a cette limitation des mandats. Je veux dire, pour ceux qui, en fait, en ont fait un aspect constitutionnel. Mhm. Vous allez dans beaucoup de pays, dans les pays anglophones, dans beaucoup de pays, au Cap-Vert, dans les pays anglophones, bon, sauf peut-être un ou deux, en tout cas, le problème ne se pose plus. La question ne se pose pas. La question devrait se poser par rapport. C'est pourquoi je dis que le problème que nous avons, c'est que nous avons un problème de leadership. Parce que ceux qui, en fait, sont confrontés à ce genre de situation ont eux-mêmes, dans leur constitution, une limitation des mandats. Donc, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème, je dirais, de texte ou un problème de leadership? Je pense plutôt que c'est un problème de leadership. Bon, il est vrai qu'à Yes. l'époque, l'époque de l'adoption de la charte africaine, la question s'était posée et certains OK. pays avaient dit qu'on devrait y accéder. Mais d'autres ont dit non, il ne faudrait pas qu'on aille dans une espèce de ce qu'on a appelé de micromanagement. Je pense, il y a une délégation à l'époque qui avait sorti ce terme-là. Bon, je ne suis pas loin OK. de penser comme ça. Je, je suis de ceux qui pensent que c'est la vertu qui dirige, pas autre chose. On n'a pas besoin personne n'a besoin qu'on lui dise ce qu'il a à faire s'il prétend de pouvoir être en mesure de diriger un pays. OK. On se comprend, je crois. OK. D'accord. Et merci à vous, Monsieur Diallo, pour votre intervention, votre question et Merci merci, beaucoup. merci, Merci beaucoup. merci à vous. Alors, avant de Merci. passer à la suite des questions, nous sommes rejoints par Monsieur Khan qui vient d'arriver. Il était en déplacement, donc il a pu nous rejoindre et se connecter. Je vais lui laisser la parole. Monsieur Khan, si vous nous entendez. Ah, il me semble qu'il est parti. Bon, en attendant qu'il revienne, on va continuer avec une question du chat de Monsieur Fadilou Ndoye. Il dit merci pour le séminaire. S'agissant du complexe d'infériorité, ne pensez-vous pas que la justification peut aussi être située vers le fait que l'OUA, je suppose l'Union africaine, avait un objectif, non, l'OUA avait un objectif principalement de libération du continent du joug colonial, surtout pour une organisation fracturée avant sa naissance entre des positions gradualistes et immédiatistes. Quel est l'état actuel des politiques africaines sur l'appropriation du domaine sécuritaire? Pour, je crois que c'est l'histoire du panafricanisme et de l'intégration africaine, bien sûr, a été marquée disons, par ces divergences-là qui sont inhérentes à tout processus d'intégration. Euh, Nous avons vu un peu comment on en est arrivé à plus ou moins réconcilier les positions du groupe de Casablanca et du groupe de Morovia, donc à Addis Abeba, donc en 63, et ce qui nous a permis d'avoir la charte. Maintenant, tout le problème, c'était que, bien sûr, il y en a qui voulaient y aller immédiatement, d'autres qui ont pensé qu'il faut un processus intergouvernemental
pour arriver à une dimension supranationale. Et bien sûr, si vous regardez l'évolution de l'Union africaine, de l'OUA vers l'Union africaine, il y a eu, il y a eu une part d'évolution vers ce que je peux appeler du supranational. Parce qu'au fond, quand vous lisez l'article 7 du protocole du CPS, et c'est ça, pour moi, que je considère comme une dimension supranationale, surtout concernant les questions de paix et de sécurité. Il est dit ici de manière très claire, à l'article 7, paragraphe 2, les États membres reconnaissent qu'en s'acquittant de ses devoirs au terme du présent protocole, le Conseil de paix et de sécurité agit en leur nom. Deuxièmement, les États membres conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de paix et de sécurité conformément à l'acte constitutif. Les États membres conviennent d'apporter leur entière coopération au Conseil de paix et de sécurité et de faciliter toute action qu'ils entreprendraient en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits, donc en vertu des responsabilités qui lui sont conférées au terme du présent protocole. Donc, je pense que ces trois éléments introduisent une dimension, de mon point de vue, de supranationalité. Maintenant, tout le problème, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que euh, l'Union africaine prise dans sa totalité a les moyens politiques de cette action, de mettre en œuvre ces dispositions-là. Voilà où nous en sommes. Et je dis que donc il nous faut beaucoup de volonté politique et aussi beaucoup de leadership pour y arriver. Parfait. Merci à vous. Je vais passer la parole à Madame Kadine Gom qui lève la main. Si vous pouvez allumer votre micro. Oui, merci beaucoup, Madame la modératrice. Je suis Madame Hadi Kangom. Je suis juriste de formation, chargée de projet et assistante de recherche ici au niveau du LARTES, le laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je tenais tout d'abord à remercier Son Excellence, Monsieur Amadou Ndiong, pour sa disponibilité, mais aussi la qualité de ses réflexions sur ce thème-là, qui est un thème aussi stratégique que celui du régionalisme africain et de la sécurité collective. Je voulais m'excuser, je suis venue en retard. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ou pas, mais je voudrais savoir, Excellence, au regard de votre expérience et de votre connaissance approfondie des dynamiques régionales, euh, dans quelle mesure la mise en œuvre du principe de subsidiarité entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales contribue-t-elle réellement à renforcer la cohérence des interventions en matière de paix et de sécurité sur le continent? Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour éviter le chevauchement de mandats ou les rivalités institutionnelles entre ces différents niveaux d'action? J'avais aussi une question par rapport aux perspectives, sur les perspectives d'avenir et la diplomatie régionale. Je voudrais savoir comment pensez-vous qu'on peut envisager l'évolution du partenariat entre l'Union africaine et les serres dans le contexte actuel de recomposition géopolitique mondiale? Est-ce que vous pensez que le renforcement de la diplomatie préventive et du financement autonome des opérations de paix africaines puisse consolider un véritable leadership continental en matière de sécurité collective? Merci beaucoup. Oui, beaucoup de questions à la fois, Madame Gom. Mais vous Bon, avez fait mais un excellent travail. elles se tiennent, elles se tiennent, elles se tiennent. Ok. Non, je pense que, parce que la question de la subsidiarité, en fait, emporte la deuxième partie de la question sur un peu les chevauchements dans la prise de décision et dans les actions. Euh, bon, il est bien dit à l'article 16 donc, du protocole que le Conseil de paix et de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité. Dans le protocole
le mémorandum qui a été signé entre les organisations, les CR et l'Union africaine, la même disposition a été reprise. Et à l'occasion, c'est l'occasion d'en parler d'ailleurs, votre question, en fait, m'amène à parler des réformes qui ont été initiées à l'Union africaine depuis 2016. Il vous souviendra qu'en 2017, donc, on a proposé des changements dans le, dans le système je dirais, d'organisation des réunions. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, on a dit que l'Union africaine se réunissait 2 fois par an. Donc, une fois en janvier à Addis Abeba et une autre fois en juillet, donc dans un autre pays. Et c'était des réunions ordinaires. Alors, l'idée a été que la deuxième réunion de juillet ou juin soit un cadre de concertation entre l'Union africaine et le CR et les mécanismes régionaux. Pourquoi? Parce que il s'est trouvé que souvent, le président de la commission ou la commission elle-même, ou à travers le commissaire paix et sécurité, a des relations suivies avec, par exemple, la CEDEAO, avec la commission de la CEDEAO, avec le secrétariat exécutif de la SADC, etc. Mais du point de vue de la gestion au quotidien des situations, nous n'avons pas cette relation de suivi entre les autorités politiques. Je donne un exemple. Le pays qui préside le CPS, est-ce qu'il a toujours je dirais, des conversations avec le pays qui préside la CEDEAO, donc pendant cette période-là? Ce sont des choses qu'il fallait résoudre. Et donc, on a dit que le mois de juillet, la deuxième session de l'année, est consacrée à cette coordination-là, où on aura dans la salle le président en exercice de l'Union africaine, le président de la commission de l'Union africaine et les présidents et les secrétaires exécutifs des CR et aussi l'autorité politique de chaque CR. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est en ces moments-là que nous pouvons résoudre ce que vous avez soulevé tout à l'heure. Le fait qu'on ait des décisions assez difficiles à concilier ou bien des réticences dans l'application de telles décisions au niveau continental ou au niveau régional. Et souvent aussi, même dans le contexte plus global de l'international, nous n'avons pas toujours la même compréhension, par exemple, de ce que dit le Conseil de sécurité ou ce que dit un État membre de ce Conseil de sécurité. Nous avons eu beaucoup de problèmes dans l'approche de la relation avec certains pays, certains grands pays, notamment les États, les 5 membres, les 5 grands du Conseil de sécurité, parce que souvent aussi eux-mêmes interviennent et créent un peu un certain inconfort dans la compréhension commune des décisions entre les CR et l'Union africaine. Et ça, bien sûr, vous le comprenez bien, c'est parce que chacun tire de son côté pour les intérêts que vous savez. Maintenant, euh, pour moi, en fait, et je le répète, je pense l'avoir dit tout à l'heure en répondant à la question de patience, c'est que, je le dis, notre modèle a de l'avenir. Il est vrai que le contexte actuel, je l'ai rappelé tout à l'heure, la fragmentation que nous vivons au niveau des relations internationales, le fait que sous les coups d'un certain nombre de pays et d'idéologies, on est en train petit à petit de détricoter tout ce qui a été fait donc depuis 1945. Bon, malgré tout ça, de mon point de vue, nous pouvons résister en tant qu'Africains. Parce que l'une des choses, et je pense que c'est la première de nos consciences, c'est que nous sommes tous, comme j'ai dit au début, nés avec du panafricanisme. Et nous savons que sans cette solidarité, sans cette façon de vivre ensemble, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas résister à ce que j'appellerais le rouleau compresseur de l'étranger. Vous savez, aujourd'hui,
regardez un peu, intéressez-vous pas seulement à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, mais regardez ce qui se passe dans la corne de l'Afrique vers la mer Rouge. Vous savez, si vous regardez ces zones-là, vous verrez qu'il y a une énorme concentration d'enjeux. Bien sûr, vous comprendrez parce qu'il y a les pays de l'autre côté de la mer Rouge, les pays arabes, etc. Et sur la rive africaine, vous avez un ensemble d'enjeux, des enjeux économiques, des enjeux géopolitiques, des enjeux de positionnement, je dirais, au plan infrastructurel, les ports, etc. Donc, quand on regarde cette région, on comprend encore mieux les interventions étrangères et, bien sûr, l'intervention de ce que j'appelle les puissances émergentes, qui sont là d'ailleurs. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les drones turcs dominent le marché en Afrique. Les TB2 sont les drones les plus achetés au monde, surtout en Afrique. Bon, et les Émiratis aussi ont leur marché du côté de la Somalie, du côté de l'Éthiopie et d'une façon générale de l'IGAD. Et donc, il y a tout ça. Et en plus, bien sûr, les puissances traditionnelles qui sont là. Imaginez-vous, par exemple, aujourd'hui que ce sont des pays pétroliers, je dis bien des pays pétroliers qui sont en train de s'investir dans l'électricité alternative. Les gens sont en train d'acheter des mines en RDC, les mineurs stratégiques et tout ça, que ce soit les Émiratis ou les Qataris ou les Saoudiens, ils investissent dans ces minéraux-là. Parce que c'est ça aussi l'avenir et c'est ça qui leur donnera des moyens de pression. Maintenant, le problème, c'est, comme j'ai dit, c'est à nous, Africains, de voir où se situe notre intérêt. Je ne blâme pas les autres parce que le monde est ainsi fait et à chacun, donc, selon sa volonté de défendre ses intérêts et les moyens qu'il se donne pour ça. Sinon, c'est vrai que c'est très difficile, le contexte est très difficile. Les Nations Unies sont en train de connaître un déclin extraordinaire et la preuve est que vous avez certainement suivi les pourparlers de Sharm el-Sheikh. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est une résolution des Nations Unies qui a créé Israël. Et aujourd'hui, nulle part dans les documents qui ont été examinés à Sharm el-Sheikh, nulle part on a parlé des résolutions des Nations Unies. Donc, vous voyez où nous en sommes. Merci. Merci à vous, Excellence. Excellence, en ce qui concerne, vous avez parlé du déclin des Nations Unies. Et on va remarquer ce genre de remise en question un peu partout, que ce soit en Afrique ici avec l'Union africaine. Ce n'est un secret pour personne que l'opinion africaine a tendance à acculer et à remettre en question les décisions que prend l'Union africaine. Au niveau de l'Union européenne aussi, c'est pareil. L'Union européenne est vraiment décriée. Et vous avez parlé des Nations unies qui sont en déclin et qui sont remises en question. Est-ce que euh, euh, vous pensez qu'on est en train de vivre une crise du multilatéralisme et vous pensez qu'il y a des réformes qui pourraient résoudre ça? Je crois, je crois que c'est un problème d'adaptation. Euh, il y a aujourd'hui, effectivement, c'est une crise du multilatéralisme qui a été plus ou moins grossie aussi par, il faut pas se leurrer. Euh, le système, le néolibéralisme, et surtout dans ses aspects économiques, n'est pas étranger à ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes, et je l'assume, vous pouvez l'interpréter comme idéologique, mais je considère que euh, à partir du moment où euh,
que ça soit en Europe avec l'Union européenne, que ça soit en Afrique ou au plan international, au plan universel, qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez le système international, il est vrai qu'il n'est pas aussi juste qu'on peut le penser. Bon, et il y a des gens qui disent que, et c'est très clair, je crois, euh, que un ancien secrétaire général des Nations Unies a dit quelque chose de très clair. Les Nations Unies n'ont pas été créées pour nous amener au paradis, mais c'est pour nous éviter l'enfer. Je pense que c'est une formule importante. Et quelqu'un dit la même chose par rapport à la démocratie, qui est à part elle, c'est le mieux, c'est le moins mauvais des systèmes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous entendre sur un minimum. Un minimum qui nous permette de vivre en tant qu'humanité, un minimum qui nous permette de vivre en tant que société ou communauté internationale, vous prenez le terme que vous voulez. Pourquoi? Parce que ce qui se passe présentement, c'est que on a une connexion entre deux choses. On a une connexion entre la dérégulation et une autre, la technologie, bien sûr, et bien sûr la concentration des richesses. Ce sont trois éléments qui sont en train d'aller ensemble. Dérégulation, contestation de toutes les procédures. Vous avez vu un peu tous les problèmes que l'Europe a avec les États-Unis, en particulier s'agissant des big femmes, là, des GAFAM. Bon, c'est très sérieux parce qu'aujourd'hui, ces entreprises sont au cœur du nouveau capitalisme. Et à l'intérieur des États, ce qu'ils cherchent, c'est carrément démanteler le système de régulation. Et à l'échelle, par exemple, de l'Europe, vous voyez aujourd'hui qu'il y a des pays européens, sous la poussée des populistes, qui en fait sont en train simplement de déconstruire ce que l'Europe a réalisé. L'Europe s'est affaiblie et carrément, d'ailleurs, il y a des images assez pathétiques quand vous les voyez à la télé. C'est assez pathétique pour certains de ces dirigeants. Alors, c'est une époque, oui, c'est une époque qui est là, qui est très dure, dure à vivre. Mais je crois, nous, Africains, nous pouvons nous tirer de de ce monde-là. Pourquoi? Je ne dirais pas qu'il faut nous déconnecter, jamais. Nous ne pourrons pas. Bon, j'aime bien la formule de Samir Amin, mais je sais aussi que ce n'est pas possible. Nous appartenons à ce monde. Mais, et nous avons, de mon point de vue, nous avons les instruments et les moyens de nous insérer dans ce monde sans pour autant en subir les affres. Et c'est à nous de nous donner ces moyens-là. C'est vrai, les Nations Unies ont une certaine importance, et je dis souvent que les Nations Unies sont pertinentes, surtout en Afrique. Elles sont pertinentes en Afrique parce que bon, c'est là qu'on a les problèmes face auxquels les Nations Unies doivent agir. C'est bien sûr les droits de l'homme, la paix et la sécurité, le développement durable et, et le climat. Donc, des choses comme ça. Alors, et ce sont ces aspects-là qui, en fait, font la pertinence et comme on dit, la relevance, ou je ne sais pas si c'est le terme anglais, des Nations Unies sur notre continent. Maintenant, tout le problème, c'est, on revient à ce que j'ai dit, sommes-nous conscients de tout notre potentiel? Si nous sommes conscients de notre potentiel, pouvons-nous nous donner le leadership nécessaire pour tirer le meilleur parti du monde qui est en train d'éclore sous nos yeux? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est c'est la fin de l'Empire romain pratiquement. Et la preuve, je vais vous la donner, la preuve que nous sommes dans un monde qui est en train de naître, c'est que quand vous voyez ce qui se passe avec le prix de l'or, c'est comparable à 1971, quand les Américains ont détaché l'or du dollar.
c'est comparable au passage de la domination des États-Unis, de l'Angleterre aux États-Unis, et c'est comparable aussi à la période du doublement du prix de l'or avec l'effondrement de l'Empire romain. Voilà où nous sommes. C'est pour vous dire que vous êtes en train de vivre une époque. Nous autres, nous avons un certain âge, mais vous êtes en plein dedans. Et je crois que je vous conseille de dévorer tout ce qu'il y a de succulent dans ce monde qui est en train d'éclore. C'est un monde qui finit, un autre qui est en train de naître et je vous souhaite du plaisir, intellectuel bien sûr. Tout à fait. En tout cas, nous sommes aux premières loges de l'écriture de l'histoire. L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux et nous avons le privilège de vivre ça, effectivement. Euh, bon, moi, j'ai épuisé les questions que j'avais. Je vois que Monsieur Khan, Je suis présent et vraiment, voilà, heureux que euh, cet atelier ait eu lieu et heureux d'avoir l'ambassadeur Amadou Diong comme vraiment la personne qui devait nous entretenir des relations entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Patience, le choix de la personne, c'est pas simplement lié au fait que c'est un diplomate de carrière qui a non seulement travaillé à Addis Abeba, mais qui travaille actuellement au niveau de la CEDEAO, mais c'est l'expérience qu'il devait partager avec les doctorants que vous êtes, qui était la chose la plus importante. J'ai pas pu écouter tout ce qu'il a dit, mais les parties que j'ai écoutées m'ont vraiment montré que ce que l'on voulait, c'est exactement ce qu'il nous a donné. Et c'est ça qui est important pour les futurs cadres de ce pays que vous êtes, futurs diplomates, futurs enseignants et autres, c'est de savoir que ce que vous apprenez à l'université, ce n'est rien par rapport à ce que le monde nous propose comme information, comme élément. Il se trouve, je ne sais pas s'il vous l'a dit, que l'ambassadeur Amadou Diong est aussi historien. Et sa conclusion, pour moi, ça va parce que c'est l'historien doublé du diplomate qu'il est qui a parlé. Et pour moi, c'est ça qui est aussi un élément important que vous autres étudiants devriez avoir en bandoulière, une connaissance historique des choses, une connaissance historique de tous les problèmes que notre continent rencontre, que les problèmes auxquels notre continent a à faire face. Et peut-être que ce serait même l'occasion de citer un auteur pour vous montrer à quel point l'ambassadeur avait raison. Euh, John Henry Clark, dans son livre qui s'appelle My Life in Search of Africa, paru en 1999, disait ceci, je cite, l'histoire est une horloge que l'on utilise pour connaître l'heure politique et culturelle du moment. C'est aussi une boussole qui permet de se repérer sur la carte de la géographie humaine. L'histoire dit aux gens où ils ont été, ce qu'ils ont été, et où ils sont et ce qu'ils sont. Plus important encore, l'histoire indique au peuple ce qu'ils doivent encore faire et vers où ils doivent se diriger. Fin de citation. Donc vous voyez que euh, en, en, en examinant ces relations entre la CEDEAO, entre les communautés économiques régionales et l'Union africaine, on comprend aujourd'hui pourquoi notre continent continue de vivre des crises. Que les crises deviennent pratiquement la chose qui nourrit le fonctionnement de l'institution. Euh, Amadou sait que euh, le rapport que le président Ouattara avait présenté il y a 2 ans au Conseil de paix et de sécurité sur les 10 ans de mise en œuvre de l'agent 2063 euh, montre que plus de 75% des ressources de l'Union africaine servent à gérer des problèmes de conflit. Alors, si vous, 60, les 3 quarts de vos ressources, si vous les mettez à simplement essayer de gérer des conflits et que ces conflits-là ne sont jamais totalement réglés,
Vous comprenez pourquoi on est dans cet état? Pourquoi on n'arrive même pas à bouger? Parce que 25% avec la population qu'on a, la jeunesse qu'on a, comment peut-on même penser un instant trouver des solutions? Donc, ça, vraiment, pour les doctorants, c'est vraiment des éléments importants que l'ambassadeur Diong vous a donné. Et pour nous qui travaillons avec vous dans le cadre du LASPAT, c'est ce que nous voulons. C'est-à-dire, en dehors des connaissances livresques des choses que vous avez, que vous ayez le contact avec des gens de terrain, des gens qui ont qui ont l'expérience et qui peuvent partager un certain nombre d'éléments qui vont enrichir votre travail de recherche et qui vont vous permettre maintenant de voir les choses autrement. On n'a pas besoin, surtout pour les étudiants que vous êtes, qu'on nous répète des choses. On veut que vous réfléchissiez sur comment changer, comment transformer notre continent. Et comment transformer notre continent, ça commence par comprendre comment fonctionne notre continent. Et c'est ça qui est vraiment la chose la plus. Donc, ambassadeur, vraiment un très, très grand merci pour le temps que tu as donné pour ces étudiants, mais aussi tout ce que tu as pu partager avec eux en termes de non seulement normes qui gouvernent les trucs en termes de doctrine que l'Union africaine a développée et qui jusqu'à présent, l'exemple de Madagascar nous le prouve encore, que ces doctrines-là ne sont pas jusqu'à présent des doctrines totalement maîtrisées par le continent. Merci pour ça, merci pour tout. Et j'espère que ça, ce n'est que le début d'une collaboration. En tout cas, on souhaiterait vivement te revoir très bientôt, mais cette fois-ci pas pour nous parler des CER, mais pour nous parler aussi de la CEDEAO. Voilà une organisation qui est considérée comme l'une des meilleures organisations du continent, mais une organisation qui a de sérieux problèmes. Mais en même temps, une organisation qui se trouve à la croisée des chemins parce que elle célèbre ses 50 ans d'existence et elle veut maintenant se projeter sur 50 autres. Comment les jeunes qui sont là peuvent vraiment contribuer à jeter les bases de cette CEDEAO que nous voulons, de cette CEDEAO des peuples et autres. Voilà vraiment les choses que je voulais partager avec vous et en te remerciant encore une fois pour ta générosité en termes d'idées, ta générosité en termes de temps et surtout le souci que tu as de vraiment contribuer à la formation des jeunes Africains de demain parce que l'Université de Saint-Louis, c'est vraiment pas l'Afrique de l'Ouest en miniature, c'est l'Afrique en miniature. Vous avez des Nigériens, vous avez des Djiboutiens, vous avez des Comoriens et autres, des Congolais et autres. Donc, vous voyez, c'est l'Afrique en miniature. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Merci, merci, Amadou, pour cette conversation. Patience. Oui, Maintenant, tu as la parole et puis peut-être que tu pourras aussi le convaincre de nous revenir très bientôt. Et c'est surtout. sûr. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Monsieur Khan qui nous a fait le privilège d'être avec nous malgré le fait qu'il vienne d'arriver. Il était en déplacement et malgré les difficultés de connexion, il a tenu vraiment à être là. Et, euh, et c'est grâce à lui que tout ceci est possible. C'est lui qui fait les contacts, les liens. Et franchement, je vous réitère ma gratitude. Merci beaucoup, Monsieur Khan, pour tout ce que vous faites, pour vos conseils, vos orientations, et surtout votre partage. Merci à vous. Et je vais remercier aussi Son Excellence, Monsieur Diong, de nous avoir accordé votre après-midi pour nous partager votre expérience et votre regard pratique sur les questions, les dynamiques sécuritaires en Afrique. Merci en tout cas pour votre générosité dans le partage de vos connaissances, de vos informations, de nous avoir donné le temps de répondre aux questions du chat, à mes questions. Merci en tout cas, merci infiniment. Et comme m'a dit Monsieur Khan, j'espère vraiment que nous allons réitérer cette expérience avec vous. Et comme à l'accoutumée, je vais vous laisser le mot de la fin avant de nous séparer.
merci Patience, merci beaucoup. C'est moi qui suis honoré d'avoir été votre invité aujourd'hui. Je suis très honoré. Bien sûr, bon, Ibrahima, c'est quelqu'un à qui je peux rien refuser. Euh, pour une raison toute simple, nous partageons l'amour de ce continent, l'amour des livres et l'amour de la conversation. Ibrahima, chaque fois que je le vois, la première chose dont on parle, c'est des derniers livres apparus sur l'Afrique et tout ça. Alors, c'est un ami de très longue date et c'est moi qui le remercie de mettre à votre disposition aussi sa profonde expérience. Il parle pas de lui, mais moi je le connais, donc je peux en dire autant ou même plus sur lui. Je sais qu'il sait, mais qu'il ne veut pas dire ce qu'il sait. Mais en tout cas, merci de m'avoir fait l'honneur de m'avoir accueilli dans votre groupe. Oui, je suis disponible. L'essentiel, c'est qu'on garde le contact. Et puis, bon, d'un côté aussi, moi-même, ça me permet de systématiser un certain nombre d'idées et aussi de redonner ce que l'Afrique m'a donné comme chance. Vous savez, je dis souvent aux gens que le grand problème dans notre vie, c'est que nous ne mesurons pas les chances que nous avons. Moi, je regarde après toutes ces années, et je me dis, mais attends, j'ai été peut-être le seul Sénégalais et le seul Ouest-Africain à avoir occupé le poste que j'ai occupé. C'est-à-dire être secrétaire du Conseil de paix et de sécurité, y travailler comme coordinateur pendant toutes ces années. Et donc, bon, ensuite revenir à la CEDEAO après avoir travaillé aux affaires étrangères. Donc, ça donne c'est une chance et nous en remercions le Seigneur. Et c'est cette chance qu'il faut partager avec les autres. Et surtout vous qui êtes là aujourd'hui, parce que c'est votre présent qui est en jeu et je ne dis même pas votre avenir, c'est votre présent qui est en jeu. Ce que j'ai dit sur le leadership vous concerne au plus haut point. Le leadership est fondamental. Et encore une fois, tout le débat tourne autour de ça. Quel est notre problème? Notre problème, ce n'est pas les questions démocratiques. Les principes démocratiques sont des acquis de l'humanité. Mais notre problème, c'est le leadership. Quel leadership nous faut-il pour, pour faire éclore le potentiel démocratique qui nous permette de nous développer? C'est tout. Nous avons ce que nous avons en tant qu'Africains, culturellement, économiquement et tout. Alors, il nous reste juste, comme disait l'autre, que les grands hommes viennent pour faire les grands jours. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Amadou. Merci. Et Patience, félicitations aussi pour avoir su organiser tout ça. Et puis, je vois que maintenant, beaucoup de doctorants d'autres universités se joignent à nous et ça, c'est Mhm. vraiment aussi une chose excellente parce que un laboratoire, c'est d'abord le partage des idées. Et ça, c'est vraiment une chose intéressante. Donc, merci aussi aux étudiants de toutes les autres universités d'avoir participé à ça. Et le travail va continuer, le combat continue. Dès demain, nous allons penser à la prochaine Un présentation. séminaire. Voilà, Oui. exactement. Merci Amadou. Merci. Merci. Merci, Ibu. Merci beaucoup. Merci. Au Ok. revoir. Merci à vous. Et moi, je vous Merci, donne... Patience. Merci à tous. Merci à toutes. Merci beaucoup. Au revoir. Au merci, revoir. excellent. Moi, je vous Merci. donne rendez-vous dans quelques semaines pour notre prochain séminaire alors. Merci à vous et bonne fin de journée à vous. Au revoir. Merci. Allez, au revoir. Bye bye.